Moi, je trouve que vraiment la bonne image, c'est l'impôt, donc le vol, est à la solidarité ce que le viol est à l'amour. Parce que la notion qui les différencie, c'est le consentement. Quand quelqu'un se fait agresser sexuellement, c'est qu'il n'est pas consentant, parce que sinon, c'est consenti, ça s'appelle de l'amour, et ça se passe très bien. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'être, par exemple, juste boulanger. Tu dois être boulanger, expert comptable, investisseur. Si par malheur tu veux faire construire ton bâtiment, il faut que tu sois aussi architecte. Je dis pas qu'il faut pas de la spécialisation et que chacun doit pas être bon dans son métier. Faut pas me faire dire ce que je veux pas dire. Ce que je veux dire, la division, voilà, je suis complètement pour. Cependant, je pense qu'un entrepreneur devrait pas avoir à se soucier d'autant de règles et de devoir payer 5000 balles de frais d'avocat avant de pouvoir mettre son idée sur le marché. Puis après, il y a l'étape où là, ça commence à être la crise. Et là, il faut trouver un agresseur, un bouc émissaire. Ça doit être soit l'étranger, soit le pays d'à côté qui t'a volé tes travail. Ça va être la Suisse peut-être demain. On va dire, oh, ces salauds, ils ont pris tout notre argent. C'est vrai que j'ai oublié, j'ai pas été honnête tout à l'heure quand j'ai dit que je ne votais plus parce que j'ai peut-être prévu aux prochaines élections présidentielles de voter Mélenchon. Pour quelle raison déjà, Nick Létard? Waouh. Pourquoi pourquoi ce joli t-shirt, on le voit pas bien. Hop. Qu'il est beau déjà, moi je trouve. Déjà parce Très joli. Ouais, je voudrais bien le même, ouais. Moi je m'y suis attaché, puis on a rencontré un mec au début c'était toi sur Instagram. Ouais, sur Insta puis sur Twitter, enfin sur X, qui faisait des contenus, il s'appelle Libertarien, et qui faisait des contenus libertariens. Donc c'est-à-dire il faisait des posts, il expliquait l'impôt, pourquoi l'impôt c'est du vol, l'explication de la propriété privée, et c'était bien foutu, j'ai bien aimé ce qu'il faisait. Du coup, je lui envoie un message pour qu'il se mette à faire qu'on prenne en fait ses posts Insta et qu'on en fasse des threads sur X, et du coup contre de la visibilité. Et en fait, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il a commencé à faire ça avec nous, donc il avait genre 300 abonnés. Il a pris un peu d'abonnés. Puis un jour, il s'est dit, tiens, je vais faire moi-même un thread sur mon compte. Et il a fait genre 1 million d'impressions, il a gagné 4000 abonnés. Donc maintenant, en fait, il est au-dessus de nous. Ah ouais, d'accord. Dans le contact pour qu'il nous fasse un peu de pub. Grâce au t-shirt. Alors, non, même pas, c'est juste son thread qui a explosé. C'est un thread sur Ayn Rand ou. Non, Rosbar, sur Rosbar. Ouais. Et c'était sur quoi, sur Rothbard, c'était quoi? En fait, il a traduit un thread en anglais, mais il le dit en plus. Hein. Okay. Et en fait, depuis, il fait de la traduction de thread comme ça, du même mec. Donc, il a fait Rosbard, il a fait Mises, il a fait Ayn Rand. Okay. Et à chaque fois, il explose littéralement. Là, il a fait genre 1 million d'impressions, ce qui est quand même pas mal pour un truc de niche, tu vois. Ouais. Surtout quand tu as 300 abonnés qui sortent de nulle part. Surtout que ce qui est bizarre, c'est que, il est autrichien, j'imagine, s'il est libertarien, c'est beaucoup en lien, généralement, le libertarianisme et l'école autrichienne d'économie. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous voulez vous mettez ce t-shirt, sachant qu'on est dans un pays libéral, en fait. La bonne blague. Non, c'est justement peut-être pour que les gens arrêtent de penser qu'on est dans un pays libéral, parce que c'est pas le cas. Quand tu as 56% de prélèvements obligatoires, ça s'appelle pas du libéralisme. Quand tu as l'État qui est proéminent dans tous les secteurs, sans aucune exception, c'est pas du libéralisme. Quand la propriété privée n'existe plus, parce que ceux qui vont me dire oui, la propriété existe, oui, sur certains points, mais par exemple un bien immobilier, la propriété privée n'existe pas, parce que si tu payes plus ta taxe foncière, c'est que c'est pas... C'est une taxe sur la propriété. Qui est une taxe sur la propriété, donc on peut t'exproprier d'une certaine façon, donc la propriété privée n'est pas absolue. Donc c'est pour arrêter avec cette espèce de mensonge, et nous, on le pousse à son paroxysme, hein, bien sûr. Là, c'est assez violent. Mais c'est peut-être pour essayer de faire réagir les gens. Ça, en fait, ça ouvre les débats, ça permet d'ouvrir sur des sujets, et par exemple, d'expliquer pourquoi l'impôt c'est du vol. Moi, j'aime bien partir là-dessus. Et après, ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Je vais répéter la phrase que j'ai dite qui a choqué sur Twitter, mais moi, je trouve que vraiment la bonne image, c'est l'impôt. Donc le vol est à la solidarité ce que le viol est à l'amour. Totalement. Parce que la notion qui les différencie, c'est le consentement. Quand quelqu'un se fait agresser sexuellement, c'est qu'il n'est pas consentant, parce que sinon, c'est consenti, ça s'appelle de l'amour, et ça se passe très bien. A priori. A priori, en tout cas. Après, on n'est pas dans le lit de chacun. Mais pour ce qui est de l'impôt, les gens vont appeler ça de la solidarité. Non, la solidarité, elle est volontaire et spontanée. Moi, si je te donne 5 € pour t'aider, je suis volontaire, c'est de la solidarité. Par contre, si Victor prend dans ma poche 5 pour te donner à toi, ça s'appelle du vol, pas de la solidarité. Ah ben totalement, on le couvre de solidarité, le contrat social de Rousseau, etc. Qu'en réalité, en fait, l'équivalent c'est la violence légale, hein, on te met un pistolet sur la tempe, tu payes pas tes impôts, tu vas en prison.
on ne te tue pas, mais bon, avant tu devenais esclave, et puis c'était ta famille, etc. Et en fait, on est dans un pays où on nous dit, on est dans un pays libéral, Macron est libéral, etc. Et je pense que ce qui met en avant aussi qu'on est loin de ça, c'est le dernier PLF, le projet de loi de finances, qui va à l'inverse complet du libéralisme. Et peut-être définir ce que c'est le libéralisme, parce qu'au final, on nous dit le libéralisme, c'est ce qu'on a en France, c'est l'ultralibéralisme qui a fait qu'on est dans la merde. Bon. Parce qu'au final, eux, tant qu'il y a encore une once de libéralisme, tout est libéral. Ouais, bien sûr. Tant que les choses sont dirigées par le marché, par les prix, que tu peux encore décider ou non de faire telle ou telle chose, tu es encore dans un système libéral. Et ils voient tout en fait un peu sous le prisme de l'extrême. Il n'y a jamais de gradient. Donc pour eux, comme on est un peu de ce côté-là, on est forcément totalement libéralisme. On est possédé par les banques, par la finance, et donc il faut tout casser. Mais le vrai libéralisme, au début, c'est vrai que c'est bien expliqué par l'école autrichienne. C'est de remettre au centre l'individu, que tout part au début de la décision de quelqu'un, de son envie de vivre, de son envie de se maintenir, de vivre. De mener à bien son projet de vie, tout voilà, c'est ça, et de pouvoir utiliser et de jouir de sa jouir du fruit de son travail, en fait. C'est que quand tu décides de faire un effort, quand tu décides de donner ton travail, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit même pour toi-même via l'entrepreneuriat, tu peux jouir du fruit de ton travail, tu peux te nourrir, tu peux garder ta propriété privée parce que tu y as mis un travail. Et donc, ça t'appartient en tout cas plus qu'à un autre. Tu as mis de l'énergie et ça, ils comprennent pas. Pour eux, tout était là. C'est une sorte un peu de jardin d'Éden. C'est juste toi, tu es venu, tu as pris et tu as volé à la collectivité parce que ce qui compte, c'est le cerveau commun et qui n'existe pas en fait. Il n'y a pas une société qui pense. Il y a des individus qui pensent. Et puis après, nous, d'un œil extérieur, on peut se dire tiens, ça prend une direction, mais en fait, c'est dès que C'est une somme d'individus. C'est ça, c'est dès que tu te retires, que tu commences à vouloir devenir un peu omniscient, à te prendre pour Dieu, tu te dis, voilà, il y a des grands mouvements, ça part comme ça, comme si on le décalait un petit peu, ça pourrait aller mieux. Mais c'est pas comme ça que ça marche en fait quand tu... C'est parce qu'on a une société aussi de beaucoup d'ingénieurs, c'est beaucoup mis en avant et les ingénieurs ils savent tout, ils ont tout vu, ils ont tout fait. On est ingénieurs en plus donc... Ouais, ça tombe bien, heureusement que vous n'êtes pas tombé dans les péchés de l'ingénieur de base, mais qui considère que on peut tout calculer, les maths, on sait comment on va gérer l'économie, etc. Et qui est beaucoup mis en avant, les diplômes sont mis en avant, donc tu es intelligent, tu as une élite intellectuelle qui sait ce qui est bon pour les autres, etc. Ce qu'on disait en fait, c'est tu as des personnes... on te dit mais toi t'es bête, donc on va te protéger contre toi-même, mais t'es tellement bête qu'on te fait voter pour la personne qui va te protéger contre toi-même. En fait c'est un con qui vote pour un con pour qu'il le protège contre sa connerie. En fait, c'est le monde à l'envers. Ça n'a aucun sens. Bon, du coup Macron, est-ce qu'il est libéral? Non, déjà. Et ce que tu décrivais avant, moi, en fait, moi j'aime quand même bien ce point-là. C'est un peu le scientisme qu'a Hayek décrit. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie, c'est pas une science dure. C'est pas des maths. C'est-à-dire qu'on peut pas isoler des facteurs et reproduire en laboratoire des phénomènes économiques. Et ça, je trouve que c'est un point hyper important parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment devenu des maths. Tu as l'impression que pour faire de l'économie et comprendre comment est-ce que ça fonctionne, tu as besoin de mettre tout en équation, d'avoir un cerveau gros comme ça, et c'est généralement le défaut des ingénieurs dont tu parlais. Et nous, on a tourné une vidéo hier avec David Saintonge, et le point central qui en est sorti, c'est en fait l'économie et en fait le libéralisme, c'est assez simple en fait. Et nous, on met un point d'honneur là-dessus, c'est en fait, il faut arrêter de tout complexifier, de faire comme si c'était, il y a des agrégats, comme s'il y a des fonctions, machin. Non, en fait, c'est quand même assez simple. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, si vous avez l'impression que la France est un système plutôt simple, où la liberté prédomine, et où on arrive à comment dire, dès qu'on veut faire quelque chose, on ne se mange pas 50 barrières à l'entrée, 60 règles. Enfin, perso, pour avoir un projet entrepreneurial en France, c'est impossible. Aucun être humain ne peut faire ça. Donc moi, j'appelle pas ça un pays libéral. Oui, on a encore un peu de droit de propriété, oui, on peut encore faire quelque chose, mais quand bien même tu réussisses, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, là, je remets en question même la faisabilité d'un projet.
C'est ça que je trouve très grave. Mais non pas parce que le business model est mauvais. Mais j'y ai pas encore pensé. Voilà, simplement parce qu'il y a des barrières à l'entrée, mais d'un point de vue réglementaire. Réglementaire, même fiscal, parce que créer une société, bon, maintenant grâce à plein de plateformes et d'outils, ça se simplifie, mais ça reste quand même un truc, mais c'est lunaire, quoi. Oui, parce que la réglementation entre les PLU et les conneries du genre qui font que ça Mais t'empêche. le PLU, j'en fais des cauchemars. Dédicace à la ville de Meaux. Ils obligent tout le monde en fait à avoir un expert fiscal, de comptabilité, de connaître toute la loi. Parce que le cadre juridique, légal est devenu tellement infernal que... Une inflation réglementaire et législative. C'est ça, et quand tu vois la tête de toutes les règles, et en fait tu te dis, et c'est ça qui est horrible, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'être, par exemple, juste boulanger. Tu dois être boulanger, expert comptable, investisseur. Si par malheur tu veux faire construire ton bâtiment, il faut que tu sois aussi architecte. En fait, je dis pas qu'il faut pas de la spécialisation et que chacun doit pas être bon dans son métier. Faut pas me faire dire ce que je veux pas dire. Ce que je veux dire, la division, voilà, je suis complètement pour. Cependant, je pense qu'un entrepreneur devrait pas avoir à se soucier d'autant de règles et de devoir payer 5000 balles de frais d'avocat avant de pouvoir mettre son idée sur le marché. Je pense pas que le fait de la structure d'entreprise qui va déterminer dès le début fasse que 5 ans après, en fait, il va peut-être faire faillite parce que s'il avait fait des statuts comme ça, s'il avait fait, je sais pas, s'il avait fait une SAS au lieu d'une SARL, s'il avait mieux réparti le capital, eh bien en fait, ça aurait peut-être pas donné sa faillite plus tard. Ouais. C'est qu'en fait, on se tord l'esprit et on crée des distorsions après dans son business parce que lui, ce qu'il veut peut-être, c'est juste vendre du pain. Et en fait, on crée de telles distorsions qui font qu'à la fin, tu vas avoir plein de business et plein de catégories de gens comme ça qui se retrouvent lésés parce qu'ils n'ont pas les connaissances suffisantes. Ils ont fait le mauvais choix d'un point de vue réglementaire. Voilà, et en fait, mais c'est complètement exogène à leur business. Ouais, bien sûr. Alors oui, je dis pas, il en faut un peu, parce que il y a des contrats. Voilà, même dans une société de contrat privé, il y aura des contrats. Qu'il y ait un cadre légal qui permette d'encadrer des relations, etc. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Maintenant, dans la liberté contractuelle. C'est ça. Il y a un cadre légal. Il y a des contrats qui sont libres, donc tu peux les contractualiser de manière libre, dans le respect évidemment d'autrui, dans la mesure du possible. Si tu dis, on fait un contrat qui dit je peux te tuer, donc c'est le respect de la vie d'autrui et de la propriété privée, etc. Donc un cadre légal. D'ailleurs, il y a un très bon livre sur le sujet, je sais pas si, j'en parle très régulièrement de cet économiste que j'adore en Espagne, c'est Juan Randayo qui a écrit Los 10 Principios del Liberalismo, l'OQS. Et en fait, il explique les 10 principes d'un point de vue réglementaire et légal. Quels sont les principes de base à appliquer dans une économie libérale? Et à partir de ce moment où tu respectes ce cadre légal, donc propriété privée, liberté individuelle, droit à la vie, etc., etc. Après, liberté d'avoir des contrats où tu peux faire un peu ce que tu veux. Et donc on dit souvent le libéralisme, c'est la débandade, c'est tout le monde contre tout le monde, etc. Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre légal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une entité qui va permettre de la justice, tout simplement. C'est la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Tu peux très bien avoir un pouvoir judiciaire qui applique des réglementations, mais ces réglementations simples et dans le respect de la liberté contractuelle. Et ça, c'est clairement effectivement ce que vous dites. En France, on doit nous dicter la vie, comment on fait pour entreprendre, pour vivre, pour travailler, avec une inflation législative sur le code du travail, le code fiscal et toutes les conneries du genre, et on continue de croire et de nous dire qu'on est dans un monde, en tout cas en France, dans un pays libéral. J'hallucine quand je... Moi, ce que j'aime bien, c'est même ultra-libéral. Déjà, qu'est-ce que c'est ultra-libéral? Encore mieux, tu as le néolibéralisme. Et d'ailleurs, tu as eu des gens qui sont amusés à regarder le nombre de fois sur les papers, sur les papiers, les études, le nombre de fois où était mentionné néolibéralisme, et est-ce que c'était une utilisation péjorative ou positive. Et en fait, la majeure partie du temps, quand on utilise néolibéralisme, c'est pour critiquer, c'est péjoratif. J'hallucine, quoi. Après, en fait, le problème, c'est qu'on est mis dans le mot néolibéralisme, le mot libéralisme. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le néolibéralisme, c'est le système actuel, qui est un système purement keynésien, qui n'a rien à voir avec le keynésianisme, qui n'a rien à voir avec le libéralisme. C'est un système purement socialiste. À partir du moment où tu pars du principe que le marché est inefficient, donc que l'État doit combler ses inefficiences de marché via la coercition, l'impression monétaire et toutes ces conneries, je suis désolé, c'est pas libéral, c'est profondément antilibéral et c'est complètement socialiste. Parce qu'en fait, Keynes était quand même un mec très malin. Il s'est dit, je dois m'adresser à des États. Comment je vais m'adresser à eux? Je vais leur dire qu'il faut intervenir. Et en vrai, c'est prodigieux. Moi, je trouve que c'est prodigieux d'intelligence. Parce qu'en face surtout, il se faisait la guerre avec Hayek.
bah, qu'est-ce qu'il va dire? Bah non, moi je veux que vous mettiez de côté, que vous interveniez pas, le marché va fonctionner. C'est tellement pas sexy pour un État. Qui a envie de faire ça? C'est comme si un fonctionnaire disait on va mettre un terme à la fonction publique, aux rémunérations de fonctionnaires, aux députés, etc. Bah, il va pas le faire, il y a un conflit d'intérêts flagrant. Et le pire, c'est que par rapport à Keynes, donc dans son livre qui est sorti en 1936, la théorie générale, et en plus il disait, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas lu, il dit en période de crise, de baisse de demande, etc., l'État doit dépenser pour venir compenser, faire contre-cyclique, une politique contre-cyclique. Et en période où tout va bien, l'État, il devrait au contraire épargner, etc. Mais bon, évidemment, les gouvernements, on n'en gardait que cette première partie, c'est dépenser tout le temps. Quoi. Ouais. C'est ça. Et par rapport à ça, moi, j'ai pas lu le livre de Keynes. Par contre, il y a un livre d'Henri Hazlitt. Ouais, l'économie en une leçon. Voilà. Alors, lui, l'économie en une leçon, ouais, j'ai adoré. Et le deuxième, qu'on peut-être mettra en post-prod, j'ai oublié son nom, mais en fait, c'est une réaction au livre de Keynes, où en fait, il fait des citations de tous les passages de Keynes, mais quasiment du ligne à ligne, et il démonte tous ces points, du point de vue autrichien. C'est une pépite, c'est vraiment une masterclass. Ça évite de se taper le bouquin de Keynes, il paraît quand même une purge. Ouais, il est pas facile à lire. Et en plus, du coup, il y a déjà le commentaire, donc ça évite de se perdre et ça met des repères. Donc ceux qui veulent comprendre, je trouve que c'est un bon... Une autre anecdote aussi, mais pour voir d'où venait Keynes, tu vois que lui, il traînait dans les cercles qui étaient très à gauche. Hein. Oui. Il était la nouvelle gauche anglaise. Il y avait aussi des liens étroits avec la société Fabian. La Fabian Society en anglais, où en gros c'était la réincarnation du socialisme en Angleterre, où l'objectif c'était de faire passer au fur et à mesure, très doucement, de diffuser le socialisme en Angleterre, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'en Russie, il y avait des clashs qui étaient beaucoup trop forts, et surtout que quand ils essayaient d'implémenter les théories marxistes dans les endroits qui étaient déjà développés, ils n'y arrivaient pas, parce que les gens ils vivaient déjà une bonne vie, les ouvriers étaient contents de pouvoir acheter un frigo, une télé, et donc ils se sont dit il faut qu'on change le truc et qu'on implémente le socialisme d'une manière un peu détournée, et ces créations du FMI, des banques mondiales et de toutes ces institutions supranationales qui au fur et à mesure en fait distillent ces idées et qui enlèvent le poids souvent local et qui le remontent au fur et à mesure et qui en plus enlèvent même le pouvoir décisionnaire des États. Et en fait, à la fin, ça crée toujours en plus des conflits, les gens sont mécontents, ils appellent toujours plus de contrôle, plus d'interventionnisme. Paradoxalement. Le logiciel est incroyable. Et en plus, le truc qui est marrant, c'est la société Fabian. Tu vois, c'est vraiment un loup qui monte un barreau, une sorte de drapeau, et qui est paré d'une petite laine de mouton, genre vraiment pour se cacher et monter que... Je comprends même pas comment ils ont eu l'idée de se mettre ce drapeau qui représente le mal, quoi. Et puis même, et moi je dirais même plus loin, c'est qu'après, il y a eu Keynes qui a fait ça, et maintenant en fait, pour faire passer ces théories marxistes et reprendre sa fameuse analogie de la lutte des classes, c'est ce qu'on voit avec le mouvement woke. En fait, c'est on va essayer d'atomiser les gens dans des catégories très spécifiques. Donc t'es un homme, t'es une femme, t'es noir, t'es blanc, t'es de cette religion, t'es de celle-ci. Tu te ressens comme ça. Bon, maintenant c'est de plus en plus flou. Et on va créer des luttes comme ça. Donc après, il y a les pauvres aussi et les riches. Ça c'est vraiment le débat plus francophone. Et en fait, en faisant ça, on va créer on va essayer de tenter de créer une espèce de révolution pour que les pauvres minorités oppressées viennent renverser les espèces de soi-disant oppresseurs qui oppresseraient tout le monde. Et en fait, on voit que, au final, le socialisme, au fil du temps, mute. C'est-à-dire qu'en fait, Marx, avec sa révolution du prolétariat, n'a pas réussi. On s'est rendu compte que c'était quand même un échec total et qu'en fait, surtout sa préoccupation, c'était pas du tout les prolétaires, c'était juste le contrôle central. Et en fait, d'ailleurs, qui a jamais travaillé de sa vie, Marx. Qui a jamais travaillé de sa vie. Qui vivait aux dépens de la gueule. Qui était vraiment un parasite complet. Qui a laissé crever ses enfants de froid parce que monsieur, il avait son argent. Voilà. C'était une horreur et on voit bien qu'en fait, ça mute à chaque fois et qu'ils essayent de trouver à chaque fois, ils ont une fin, voilà, ils ont un objectif de fin, et qu'importe les moyens, ils y arriveront. Donc là, ils étaient prêts à sacrifier les ouvriers parce que c'était un bon moyen, et aujourd'hui, maintenant, c'est toutes les minorités qui vont se ressentir oppressées d'une certaine façon, et je trouve qu'en fait, c'est horrible, parce que déjà, en plus, ça marche pas, parce qu'ils n'arrivent même pas à être majoritaires. Tu vois, en France,
ceux qui défendent ça à peu près, c'est la gauche. Ah, mais il y en a de plus. Enfin, je pense... indirectement en France, et les gens peut-être sans le savoir, j'en sais rien, défendent beaucoup ce genre d'idées d'intervention. D'ailleurs, tu le vois avec le mouvement des Gilets jaunes, on partage pas. Ils se plaignent trop d'impôts, etc. Et moi, quand je les ai, ils avaient fait une liste de ce qu'ils voulaient faire. Donc, tout ce dont ils voulaient plus, donc on paye beaucoup d'impôts, etc., etc. Très bien, dans l'absolu, je comprends et je suis d'accord. Et après, leur solution, c'est quoi? Plus d'État, taxons les riches, annulons la dette, etc., etc., etc. Il y avait Mathieu de sortie de banque. C'est bien ça, c'est Mathieu? Pierre. Mathieu, c'est... Il semblait que vous aviez le même nom. Non, Pierre de sortie de banque qui lui avait été très proche du mouvement Gilets jaunes et qui avait expliqué qu'au début, il y avait quand même ce mouvement un peu de libéralisation, on voulait plus de liberté, être moins dépendant de l'État, et qu'en fait ça avait été très vite parasité par des mouvements politiques qui voulaient... Il y a la CGT qui a dû passer par là. Et qui donc en fait au fur et à mesure ils corrompent l'idée originale et qui dit en fait il faut plus d'État. Et c'est du génie en fait. Non mais c'est très fort. En com et en marketing ils sont très bons. Et je rebondis par rapport à ce que tu dis sur effectivement ils changent un petit peu le combat. Tu as un livre c'est encore en espagnol, mais c'est un argentin, c'est Agustín Laje, argentin, et il a écrit un livre avec un autre mec, je sais plus son nom, s'appelle El libro negro de la nueva izquierda, le livre noir de la nouvelle gauche. Et en fait, il explique comment effectivement ils sont en train de muter le système. Avant, il y avait une classe soi-disant riche, prolétaire, mais ils ont bien vu qu'aujourd'hui, on est plutôt une classe moyenne. Et donc, il n'y a plus vraiment, même s'il y en a encore qui disent il y a une lutte des classes sociales, etc. Bref, ça n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'il y avait avant. Et du coup, ils changent maintenant. C'est plutôt une classe. Il faut toujours qu'ils trouvent un oppresseur et un oppressé. C'est une lutte des races, c'est une lutte des Et maintenant, c'est le cisgenre, blanc, hétérosexuel, occidental qui est oppresseur, et les oppressés, ce sont les woke, les en plus, ils ont inventé les concepts d'intersectionnalité. Voilà, donc, ça, c'est du génie. C'est-à-dire que si tu es une femme noire de religion musulmane qui veut changer de sexe, enfin, genre, tu cumules tout. Toi, t'es l'oppressé de base. Voilà, mais c'est horrible, en fait. Mais je trouve ça hallucinant. Ouais, après, l'intersectionnalité, c'est plus créer une conscience commune. Oui, c'est vrai. C'est pas exactement ça. Ils se sont rendus compte que ils essayent de disséminer des graines. Donc, toi, tu as un problème parce que tu es une femme, donc tu es soumise au patriarcat. Toi, tu es noire, donc tu es soumise aux blancs, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que ça crée plein de petits groupes distincts. Et l'objectif, eux, c'est qu'il y ait une révolution commune du marxisme, du communisme. Et donc, il faut réussir à créer une intersectionnalité des luttes. Voilà, toujours dans l'opposition. C'est ça. Pour après renverser, mais il faut qu'on crée une conscience commune. Et c'est ça le mot woke. C'est s'éveiller à ce que, en fait, on est tous soumis à cette classe dirigeante d'hommes blancs, cisgenres. Ils vont t'éveiller, quoi. C'est ça. Ouais. Ce qui est intéressant aussi sur ce truc, c'est, il me semble que c'est Ludwig van Mises qui en parlait, c'est le polylogisme. C'est en permanence de mettre en avant qu'il y a différentes logiques qui s'appliquent à l'espèce humaine, au monde, au réel, et qu'en fait, en fonction d'où tu viens, de qui tu es, tu vas aspirer à des choses différentes et tu vas y arriver par des moyens différents. Et que donc la réalité n'est pas la même pour toi. Et en fait, c'est souvent là-dessus qui s'engouffre, c'est en mode vraiment... à l'époque, c'était par exemple avec la lutte des classes qu'en fait l'ouvrier n'avait absolument pas la même vision, les mêmes besoins qu'un capitaliste, et donc les deux allaient s'entrechoquer. Et maintenant, en fait, pour eux, c'est la même chose, c'est polylogisme, mais pour chacune des petites minorités qui, en fait, elles vont toujours rentrer en conflit. Donc, il faut toujours se mettre du côté de la minorité oppressée pour recréer un équilibre. Et pour ça, il faut un État central qui contrôle tout. Et en fait, la finalité, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y ait une institution centrale qu'on appelle État, qu'on pourrait appeler mafia aussi, dans l'absolu. L'État qui, comme tu dis, qui est synonyme avec mafia, parce que c'est juste une mafia légale, officielle et institutionnalisée, quoi. Qui a créé une religion. Et c'est Oberton qui en parle beaucoup, Laurent Berton, qu'ils ont créé une secte, en fait. Une secte sans leader, où en fait tout le monde est d'accord dans cette construction de la démocratie. C'est une dictature de fonctionnaires. Moi, j'aime bien comme on disait, il y a le livre, c'est en français Homo Domesticus, qui retrace l'évolution des créations des premiers États. Et il montre bien comment c'est un groupe de
puissant, entre guillemets, qui prend et qui organise la société, tout comme le fait une mafia. Et la mafia, après, prend la tête de l'État. Hein. D'ailleurs, on voit bien, par exemple, dans certains pays où l'État n'a presque pas... Alors, il a du pouvoir, mais qui rentre en concurrence avec des groupes mafieux. Ça peut être le cas au Mexique, ça peut être le cas en Colombie. Il y a eu le cas au Salvador, où ça s'est inversé, justement. Voilà. Mais voilà, les cartels qui sont des mafias, qui prennent aussi la place de l'État dans certains territoires, et l'État n'arrive même pas à entrer, quoi. C'est on appelle ça un lieu de non-droit, entre guillemets. Mais simplement qu'il y a un droit qui est différent. En France, il y a presque des endroits où ça commence à être le cas. Quartier Nord Marseille. Hein. Ouais, voilà. Même Roubaix, il y a des moments où tu te demandes si les lois s'y appliquent encore. Et ils ont leur loi, en fait. C'est ça. Il y a d'autres lois, il y en a, hein, mais c'est pas celle qu'on a décidée. Après, le problème, c'est que c'est généralement des endroits où la violence prédomine. Donc pour le coup, je préfère presque... Non, mais comme l'État, en fait. Hein, c'est ça. Simplement que les lois sont différentes, mais la violence est présente également. C'est ça. C'est une violence institutionnalisée, quoi. Et ce qui s'oppose à ça, c'est quand même qu'on a voté pour ça. Donc, ouais, voilà. Mais du coup, on a voté pour ça, ou du moins, tu as la sensation d'avoir voté pour ça, et c'est le parallèle avec démocratie, pas démocratie. Parce que du coup, souvent, ce qu'on nous dit, c'est que oui, mais on a voté pour. Après, oui, c'est pour ça qu'on vote plus. Hein. Voilà, mais ça va être l'occasion du coup d'en discuter, parce qu'on est tous les trois dans le même cas. Et là, les gens vont se tirer les cheveux, mais c'est pas bien. Tu fais devoir citoyen. Il y a des gens qui sont battus, qui sont morts pour te donner cette possibilité. Déjà, d'un point de vue mathématique, on pourra en parler, ton vote, il vaut que dalle, mais oui, mais si tout le monde fait pareil, on va pouvoir en discuter. Du coup, souvent, en fait, c'est lié, c'est l'intervention de l'État qui est liée avec le système de la démocratie. Pourquoi vous votez pas Alors, c'est une grande question. Long story. Non, en soi, moi je vote pas parce que déjà, tout simplement, je me sens pas représenté par aucun candidat. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'on vote RN ou Reconquête parce qu'on a des idées un peu libérales. C'est des partis socialistes. Hein. Ils s'appellent pas parti socialiste, c'est des nuances de collectivisme, parce que le nationalisme, c'est une forme de collectivisme et donc de socialisme. D'ailleurs, Hitler s'appelait le Parti national socialiste, voilà. C'était un nationaliste socialiste. Voilà. Faut vraiment que les gens se mettent ça dans le crâne. Donc déjà, ne pas se sentir représenté, qui plus est, l'abstention et le vote blanc n'est pas représenté. Donc en fait, à la limite, si le vote blanc était représenté, j'y irais, mais en fait, vu que ça revient à s'abstenir, je vais pas me déplacer, je préfère partir en week-end. Et donc c'est vraiment pour moi l'élément majeur, c'est qu'à la limite, si au moins, c'est pas pour autant que je dirais que la démocratie c'est bien, mais au moins si on prenait en compte le vote nul, enfin blanc, ou nul d'ailleurs, ou l'abstention. Ou l'abstention, ou en tout cas on fait une catégorie, eh bien ça voudrait dire que s'il y a une majorité dans ce cas-là, tous les candidats dégagent et on recommence. Et honnêtement, déjà je pense que ce serait une première bonne étape pour réparer cette espèce de blague qu'est la démocratie en France. Et honnêtement, ouais, je me sens représenté, mais chez personne, mais même pas un petit peu. En fait, c'est ça, c'est que je me dis, ouais, s'il est au pouvoir, est-ce que ce sera un petit peu mieux? Honnêtement, je commence à me dire, il y aura ça va être une catastrophe dans tous les cas. Mais du coup, on dirait, mais il faut voter pour le moins pire dans ce cas-là. Ouais, mais non. En fait, non. Je préfère, en fait, et en fait, là, je pense que c'est vraiment une philosophie individuelle, en fait, le mec que je vais lire, de toute façon, il va me pourrir la vie, dans tous les cas. D'une certaine façon, soit il va maintenir le système en place, soit il va l'empirer. Dans tous les cas, ma vie, elle va être pourrie par ces gens-là. Donc, qu'est-ce que moi, à mon échelle individuelle, je peux faire au quotidien? Me barrer. Honnêtement, ça, c'est un truc auquel je réfléchis souvent et que je finirai par faire, très certainement. Ou essayer de trouver des alternatives. Par exemple, ne pas être salarié, ou être entrepreneur, mais ne pas embaucher de gens parce que c'est infaisable. Surtout en France. Voilà, investir son argent d'une meilleure façon. Voilà, nous, on est fans de Bitcoin parce qu'on pense que c'est voilà. Non, mais c'est un excellent vecteur d'émancipation financière déjà parce que tu as des gains potentiels qui sont assez élevés, personne ne peut te le saisir, c'est incensurable, donc c'est quand même la fuck you monnaie, concrètement. Et rien que pour ça, il faut en avoir, c'est presque un devoir maintenant, je trouve. Et puis voilà, après, il faut vraiment essayer de trouver à chacun. Moi, c'est mes façons de m'émanciper individuellement. Il y a des gens, c'est je vais acheter une maison, je vais me mettre à la campagne, je vais être autonome et personne ne m'emmerdera. Pourquoi pas? Et il y en a d'autres, ça va être prendre un avion et se barrer. Et t'avais, je sais plus si c'est Miss ou Rothbard qui disait, en fait, la démocratie, moi, je l'utilise tous les jours, c'est quand j'achète et que je vends. En fait, je vote tous les jours avec ma monnaie et j'envoie une information qui est le système prix au marché. Donc, en fait, je vote tous les jours. Et j'ai pas besoin de quelqu'un qui vienne me dicter la vie où il faut augmenter telle quantité, il faut augmenter la production, stimuler la demande, stimuler l'offre. Stimuler l'offre, ils le font pas, mais c'est surtout la demande. Mais
Mais oui, ok, je vois effectivement. Toi, pourquoi tu votes pas? Pour les mêmes raisons, je suis pas représenté. Et puis, ouais, j'ai l'impression que ça a jamais eu d'incidence. Mais mathématiquement, ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas en fait. d'incidence. Et puis, c'est la loi des grands nombres. Quand tu suis un peu et que tu commences à faire un peu ton enquête personnelle, de voir d'où ils sortent tous, en fait, tu te rends compte qu'ils ont tous le même chemin quasiment. Qu'il n'y en a quasiment aucun qui a jamais travaillé, qui sont tous sortis des mêmes écoles, des mêmes cercles. Que même tu regardes, souvent il y a ces phrases de, tu les vois, ils se battent dans le Sénat et puis après ils vont manger ensemble derrière. Bon, en fait, tu dis, tout ça, c'est une sorte de grand cirque où c'est juste pour nous amuser ou nous faire chier. Et ouais, déjà, il y a ce dégoût qui est créé au fur et à mesure. Et puis après, c'est vrai que quand tu découvres Bitcoin, ta relation avec la politique, elle change trop. Tu te dis, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin d'eux? Est-ce que je peux juste pas faire mon truc de mon côté, épargner, et puis dès que l'envie m'en prend, je m'en vais, quoi. Et puis s'ils veulent me garder, ils auront qu'à me proposer des services de meilleure qualité, me faire comme une entreprise, quoi, essayer d'être attrayant. Et aujourd'hui, ils ne le sont pas. Et ça, bon, je n'arrête pas de mentionner des livres, mais il y en a deux autres, je voulais les apporter, mais après, je me dis, on va avoir beaucoup d'affaires. Tu as le livre Against the Democracy, contre la démocratie, et il y a aussi le livre Le mythe du votant rationnel. Je crois que c'est Kaplan, l'auteur, et qui explique par A plus B, déjà pourquoi voter, déjà à ton échelle, ça vaut rien. Alors on va toujours te dire les arguments, oui, mais si tout le monde fait ça, il n'y a personne qui vote, etc. C'est peut-être une bonne chose d'ailleurs. Ce qui serait peut-être une bonne chose, il commence à s'interroger malgré tout, parce qu'il voit que le taux d'abstention est toujours explose, bien qu'après, quand ils veulent faire barrage, ça c'est une autre question. Faire barrage, ça c'est quand même vachement drôle aussi. Ouais. Mais moi, par exemple, à titre personnel, c'est d'un point de vue déjà philosophique, c'est que, étant libéral et avec l'idéo, enfin, philosophiquement libertarien, mais comme on en parlait, c'est que je sais pertinemment qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, donc compliqué de l'appliquer, mais en étant en tout cas libéral, c'est que philosophiquement, le fait de voter, entre guillemets, j'envoie un message, dire « moi, mes idées sont supérieures aux tiennes ». Je sais ce qui est bon pour toi, donc je vais voter pour tel programme parce que comme ça sera bon pour toi. Et en tout cas, j'envoie le message comme quoi toi tu t'es nul et moi je sais ce qui est bon pour toi. Donc déjà, d'un point de vue philosophique, moi je peux pas faire ça parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi et inversement. Donc j'ai aucun conseil à te donner. Fais ce que tu veux. Si tu as envie d'être interventionniste, etc., fais-le, mais ne m'emmerde pas, quoi. Premièrement. Deuxièmement, d'un point de vue mathématique, mon vote il vaut rien. Il vaut strictement rien. Il n'y a aucun impact à ce qu'un vote en plus ou un vote en moins puisse être décisionnaire, entre guillemets, sur le résultat. Parce qu'il faudrait que ce soit plus 1 par rapport aux millions de votes. Donc pour que ce soit plus 1, la probabilité que ce soit plus 1, c'est proche de 0. Donc je serais peut-être plus facilement touché par la foudre ou je gagnerais au loto, plutôt que mon vote ait un impact. Ça, deuxièmement. Et troisièmement, c'est que d'un point, alors là on va dire ouais, individualiste, etc., mais d'un point de vue rapport bénéfice, coût-bénéfice et le temps passé, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller me déplacer, faire la queue, aller voter pour quelque chose qui n'a aucun impact, qui va à l'encontre de mes idées, alors que j'ai du travail et j'ai des choses qui me plaisent à faire. Et moi je pense que plutôt que de faire ça, le vrai combat, la vraie démocratie, c'est de discuter, c'est de faire des vidéos comme vous faites, comme je fais, d'essayer de combattre avec les idées d'un point de vue pédagogique. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on débat, mais clairement pas aller voter. Et en plus, aller voter, la plupart du temps, les gens n'ont pas lu les programmes, ils savent même pas pourquoi ils votent. C'est les élections parlementaires ou les élections européennes, ils savent même pas pour qui ils votent. Ils savent juste un truc, c'est l'élection présidentielle, parce que, ok, il y a quelqu'un, mais la plupart du temps, les gens, ils comprennent rien, ils n'ont pas de cours en droit constitutionnel, ils pitent rien. Et donc, en fait, dans Contre la démocratie, le mec il explique, c'est un petit peu comme le permis de conduire, il devrait avoir un permis de voter. Alors on dit, oh là là, qu'est-ce qu'il dit ouais, mais en fait, quand tu passes ton permis de voiture, ce que tu vas faire va avoir un impact sur les autres. En danger les autres, quoi. Donc là, c'est la même chose. Si toi, tu considères que tes idées sont supérieures aux autres, à minima, ne mélange pas bonnes intentions avec les conséquences néfastes qu'elles peuvent avoir. Or, quand tu votes pour toujours intervenir et faire chier ton monde, ça a des conséquences, et en plus néfastes.
Ouais. Mais ça serait quand même compliqué à mettre en place. Ça serait compliqué. C'est qu'il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est bon. Exactement. Et donc finalement, on arrive à la conclusion que le système est pété. Alors après, il y en a qui disent, c'est certes le système est mauvais, mais c'est le moins pire. Ouais. Peut-être, effectivement. Il y avait une vidéo que j'aimais beaucoup. J'ai jamais réussi à trouver qui l'avait produite. Une vidéo en noir et blanc qui doit dater, je sais pas, des années 30-40, d'un mec qui explique vraiment l'arnaque qu'il y a derrière la démocratie sociale, le financement social qu'on a en Europe, et maintenant quasiment généralisé partout, par rapport à ce que lui, c'était sur la situation américaine, des gens qui commençaient à vendre l'idée de la démocratie sociale, alors qu'eux, c'était construit sur une république constitutionnelle. Et que dès le début, par exemple, il reprenait les dires des pères fondateurs, où c'était « on vous a donné une république », mais il tiendra à vous de la garder. C'est entre guillemets ça. Et en fait, vraiment la distinction entre les deux, c'est que la République constitutionnelle, elle est basée sur le fait qu'on sait que l'État est dangereux, mais que, entre guillemets, c'est un mal nécessaire et qu'on fera tout pour séparer les pouvoirs et qu'ils ne deviennent jamais une mafia qui est là pour te voler et plus pour aller faire la protection et maintenir un État régalien. Et au contraire, nous, on l'a vu, je pense que c'est quasiment né en Europe avec l'étatisme, le nationalisme, où d'un coup, on va avoir l'État-providence, l'État qui va t'aider, qui va réduire les inégalités qui sont provoquées par le marché et toute la rhétorique marxiste, socialiste, où d'un coup, on amène une autre idée, c'est la démocratie sociale, où l'objectif de l'État, c'est plus juste de maintenir les frontières de la sécurité, mais c'est de faire en sorte que tout le monde arrive au même niveau. Que si tu as un riche... Souvent, c'est un nivellement par le bas. En fait. Toujours. C'est l'égalité dans la pauvreté. Voilà, c'est ça. Et puis, moi, il y a un autre point que je trouve assez important, c'est la localité. C'est-à-dire qu'en fait, qu'un pays entier vote pour un président qui a tous les pouvoirs sur tout le pays, c'est quand même d'une débilité totale. C'est pour ça que la Suisse, à la limite, le modèle suisse de démocratie directe fonctionne quand même assez bien, parce que déjà, personne ne connaît le Premier ministre suisse. Tout le monde s'en fout. Et surtout, en fait, tout se décide au niveau du canton. C'est-à-dire que le canton est bien plus local, c'est l'équivalent d'un département en France, je pense en termes de taille et de densité de population. Beaucoup moins, je pense. Hein. Même plus petit, tu vois. La taille de la Suisse, ça fait du département. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Non, c'est ça, c'est un regroupement de quelques villes. Et donc c'est hyper local, ça veut dire que, j'allais dire, tous les gens se connaissent. Non, bien sûr que non. Mais déjà, tu as quand même un sentiment, d'un point de vue géographique, de te sentir plus près de ton voisin ou du mec de la ville d'à côté, plutôt que du mec qui habite au nord du pays. En fait, au final, c'est un problème de centralisation. C'est que tu es sur Paris, et le mec qui vote, le mec qui décide, qui prend des décisions en haut, il va prendre des décisions qui vont impacter le mec du sud. Il ne connaît pas du tout les réalités du mec qui est dans le sud. Quoi. Et puis surtout, la Suisse, ils ont aussi le référendum d'initiative populaire, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, où tu votes. Et en fait, dès qu'il y a par exemple je crois que c'est au-dessus d'un certain palier de dépenses publiques qui doivent être faites, les gens votent. Il y a un référendum. Il y a un référendum. C'est prodigieux. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été inventé de base. C'est quand même hyper intelligent. On est conscient que c'est de l'argent public, c'est l'argent de tout le monde. Donc, si on doit le dépenser, la majorité... Alors, ça reste imparfait. Hein. Je dis pas que... Hollande disait, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Donc, Ouais. Non, mais au final, c'est quand même bien déjà plus sain de voter pour... est-ce que ce pont, vous le voulez ? Bon, on décide. Et tu fixes un seuil à partir duquel c'est accepté. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sain. Il y a quelque chose de beaucoup plus direct. Et tu te sens représenté. Qui plus est, il y a une concurrence entre les cantons. Donc on réinstaure la concurrence et le marché, en fait, au niveau de la politique. Et ça, en France, ça n'existe pas. Si, le département de l'Essonne et du Val-de-Marne, en banlieue parisienne, veulent se faire concurrence, ça n'existe pas. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Alors qu'au niveau des cantons, tu vas avoir une fiscalité différente, des réglementations différentes, comme il y a aux États-Unis, d'une certaine façon, avec les États. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un État comme le Texas est bien plus désirable parce que moins de taxes, plus de liberté, les entreprises affluent, comme par hasard. Et en Europe, on le voit... Alors là, on va te dire, mais du coup, c'est de... Comment ils appellent ça? C'est de la concurrence déloyale. Ça n'existe pas, la concurrence déloyale. C'est un concept socialiste inventé. La seule concurrence déloyale qui existe, c'est quand il y a une coercition de l'État. Sinon, ça s'appelle juste un avantage. C'est « je suis meilleur que toi », point. Et qui est gagnant, c'est le consommateur. Le problème, ils te disent, c'est que si, par exemple, notamment,
C'est l'Irlande, ou même la Suisse, ou quels que soient les pays qui appliquent. La Suisse, alors c'est vraiment une légende. Hein. Les impôts ne sont pas si bas. Effectivement. Ouais. Mais par exemple, ça peut être. Il y a eu par exemple le Portugal où il y a plein de retraités qui partaient, il y a Malte, il y a Andorre, etc. Chypre. Du coup, ils te disent, mais dans ce cas-là, ça va faire une pression à la baisse et tous les États vont baisser les impôts. Mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle de nos voeux. Et en plus, le pire, c'est que alors je ne sais pas si vraiment, en tout cas en pourcentage, c'est plus élevé, en valeur absolue, je ne sais pas. Mais c'est surtout qu'en plus, on se rend bien compte qu'à partir du moment où les entreprises viennent chez toi, tout le monde veut s'installer en Irlande parce que l'imposition est plus basse, tes recettes fiscales augmentent. Et eux, en plus, sont excédentaires. Mais ils sont excédentaires, mais c'est une folie. Alors en France, en plus, c'est le seul truc que Macron a bien fait. C'est de baisser l'impôt sur les sociétés, baisser l'IS. Ouais, derrière, tu as eu plein de contreparties. Ah, mais je sais, mais si on isole ça, eh bien la réalité, c'est que les recettes de l'impôt sur les sociétés a augmenté. C'est la courbe de l'effort. Ouais. Voilà, mais les gens sont tendus. Donc les gens sont en train de se dire, là on est en train de se dire, faut les augmenter pour avoir plus de recettes. C'est un fusil à un coup. Après, on va avoir des recettes pétées. En plus, on a la preuve par l'exemple d'un président, que les gens qualifient de libéral, qui ne l'est pas, qui a fait cette mesure qui, pour le coup, est intelligente, malgré tous les autres trucs qu'il a fait à côté, et on a bien vu le résultat, c'est une augmentation des recettes. Apprenez de vos erreurs, baissez tout, vous allez voir, tout va monter. De quoi? Nomme le président, du coup. Macron. Comme ça, on gardera que ce petit morceau. Macron a pris une bonne décision. Paf. Fini. Il y a un truc aussi qui me dérange vraiment structurellement dans la démocratie, celle qu'on vit, c'est qu'en permanence, c'est essayer de voter une loi pour prendre à l'autre. C'est toujours une sorte de grand tribalisme. Bon, quand tu as plus de 2 partis, tu as plus de 2 groupes. Mais en général, voilà, c'est un groupe qui prend la majorité sur l'autre, qui veut réussir à l'exproprier de sa propriété. En fait, tu le vois avec pour remettre un petit peu dans l'actualité, le PLF, le projet de loi de finances. La plupart des amendements qui ont été, dans un premier temps, adoptés en commission, après ils ont fort heureusement, pour la plupart, ils ont été rejetés en assemblée plénière, parce qu'il y a la commission des finances et après il y a l'assemblée plénière où on vote. Ils sont tous en train de voter, et tu vois, ils sont souvent vides, l'assemblée nationale est souvent vide. Mais la plupart des amendements, c'était comment on fait pour augmenter les impôts. Pour avoir plus de recettes, ils partent du principe qu'en fait, eux, ils ne se rendent pas compte qu'il y a 2 variables quand tu veux augmenter les recettes. Soit la variable, effectivement, il faut que j'augmente mes revenus, mais il y a aussi une variable qui est comment je fais pour baisser les dépenses. Et dans ce cas-là, si je baisse les dépenses à revenu égal, j'ai augmenté mes recettes. Enfin, le résultat, c'est que j'ai plus de marge, entre guillemets, donc j'ai plus d'argent. Et eux, à aucun moment, ils se posent la question de est-ce qu'il faudrait peut-être pas baisser un petit peu les dépenses, quitte à conserver les mêmes recettes. Non, c'est comment on fait pour augmenter les revenus impositifs, et c'est toujours taxé. C'est ça, parce qu'en fait, ils ont dans leur logiciel socialiste, la richesse, c'est un gâteau de taille fixe. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut avoir plus, il faut grappiller plus de ce gâteau. C'est inconcevable que ce gâteau grossisse et qu'en conservant le même pourcentage, il gagne de plus en plus. Ils considèrent que l'économiste, c'est un jeu à somme négative. C'est débile. C'est complètement débile. Même à somme nulle, c'est débile. Ouais. Mais c'est un jeu à somme positive. Plutôt à somme nulle, pardon, ils considèrent que c'est à somme nulle, c'est-à-dire que ce que je te prends, ce que tu gagnes, tu me le prends. Je te le prends. Ouais. Donc tu dis, mais en fait, quand je fais un échange marchand avec toi, moi, j'achète ta marchandise, mais toi, en fait, tu as acheté ma monnaie. En fait. Ouais. Donc, je t'ai vendu ma monnaie, tu m'as vendu ta marchandise. C'est la même chose. Donc, toi, tu valorises plus ma monnaie, et moi, je valorise plus ta marchandise. Donc, tout le monde sort gagnant. Et comme ils considèrent que non, c'est un jeu à somme nulle, il faut pouvoir récolter le plus d'argent possible. Mais je pense qu'ils ont commencé à l'intégrer, ça. Qu'ils ont compris qu'en fait, les gens s'enrichissaient et que c'était indéniable. Et par contre, ils ont rajouté un nouveau paramètre, une nouvelle variable, c'est la terre. C'est que maintenant, si en fait tout le monde s'enrichit, il y en a une vraiment qui prend cher, c'est la terre. Ouais. Et ça, c'est la carte joker. Oui, c'est comme disait le livre noir de la Nouvelle Gauche, il faut toujours trouver un texte. Et ça, sincèrement, pour réussir à le démanteler, ça va être très très dur. Parce que les gens sont complètement matrixés, quoi. Genre, c'est devenu la nouvelle religion. Maintenant, il faut, à chaque fois que tu vas critiquer leur idée, il faut absolument que tu mentionnes avant. Attention, je ne suis pas climato-sceptique, attention, je suis écologiste, etc. Je me dis, putain, on est arrivé dans un système où il faut tout le temps se justifier parce que ce que je vais dire va être mal interprété. Et là, forcément, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont le mal interpréter. C'est sûr. Climato-sceptique, fasciste. Oui, on a tout eu. On a même eu le N-word
Ah oui, Alors, très rapidement. Ouais, très rapidement. Je sais plus pourquoi. Mais vraiment, on nous a traités de, bon, tu biperas, de nazis. Mais vraiment, alors, en plus, je suis juif, donc ça tombe mal. Mais vraiment, mais super vite. Mais c'est vrai, c'est pour montrer à quel point le point Godwin est atteint très rapidement. Ouais, mais c'est une folie. Et par rapport à ce que tu disais juste avant, je voulais réagir dessus, mais j'ai oublié. Merde. Ah oui, oui, voilà. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais juste avant, il y a quand même un concept de base que les écologistes, selon moi, n'ont pas compris, c'est que le capitalisme, le but, c'est d'extraire un maximum du moins possible. Que ce soit c'est de faire plus avec moins. C'est de faire plus avec moins. Alors, ça va être en temps humain, ça va être en ressources, ça va être en capital. Bon, en capital, les keynésiens, ils n'ont pas compris, mais en capital. Et en fait, quand tu comprends vraiment ça fondamentalement, c'est-à-dire que moi, en tant que capitaliste, je n'ai aucun intérêt à consommer plus de ressources que ce dont j'ai besoin. Par contre, le problème, c'est que vu qu'aujourd'hui, il y a l'État qui s'administre pas mal la propriété privée, que la propriété privée n'est pas pure et parfaite, c'est-à-dire que tout n'appartient pas à quelqu'un, eh bien on peut se permettre de gaspiller des ressources. Parce que quand c'est des ressources qui appartiennent... C'est la tragédie des communs, voilà, etc. Eh bien en fait, on peut gaspiller des ressources parce que c'est à l'État, donc c'est à personne en fait. Et donc là, c'est facile d'aller de pomper et de faire 1 alors qu'on pourrait faire 10, et de prendre 100 alors qu'on pourrait prendre 1. Parce que tu n'assumes pas le coût, en fait. Exactement. Alors que si ça appartenait à quelqu'un, mais moi, demain, le champ de pétrole, vraiment, m'appartient à moi, mais je vais le donner au compte-gouttes. Bien sûr. Parce que, en fait, j'ai envie de faire de la richesse sur les millénaires qui suivent, alors que l'État peut te le pomper en 3 jours pour faire tourner, en plus pour creuser des trous et les reboucher. Ouais, mais ils voient pas exactement comme ça, eux. Ils se disent que tout est des relations de puissance, de pouvoir, de soumission. Et donc, quand le capitaliste arrive quelque part, déjà on l'a vu, tu sais, avec comment eux, ils présentent l'émergence du capitalisme. C'est en gros, il y a des gens qui sont arrivés en Angleterre, qui ont pris les terres des agriculteurs et qui ont commencé à les salarier. Et c'était l'émergence du capitalisme. Parce que, en fait, c'est la théorie marxiste qui démarre avec, au début, Marx, dans son livre, il explique au début, on était tous communistes. C'est ça. Voilà. C'était le jardin d'Éden. Voilà. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'il appelle le communisme primitif. Ensuite, il y a eu des puissants en fait qui ont pris un petit peu le pouvoir, le système féodal, etc., qui converge vers le capitalisme, qui est un système féodal mais au travers de capitalistes et prolétaires. Et il dit le capitalisme a planté les graines en fait de sa propre disparition. Et c'est à ce moment-là où après le communisme va s'imposer naturellement en fait, parce que via le socialisme avant. Oui, en passant d'abord par le socialisme et la présence d'un État, mais qui devrait disparaître à terme. Ils appellent au final à une dictature quand même. Oui, mais en fait, ils arrivent à concilier cette idée. Mais ce qui te dit, c'est que voilà, il va d'abord passer le capitalisme, qui va s'autodétruire, ça va passer par un socialisme, des gens qui sont omniscients, omnipotents, qui savent tout, qui sont gentils et qui sont surtout désintéressés, qui vont appliquer le socialisme. Et ensuite, dès qu'ils ont atteint leur idéal, ils vont disparaître, parce on le sait, ils sont omnipotents, omniscients, ils savent tout, ils sont très gentils. Ça va déboucher sur le communisme, qui est l'absence d'État, absence de propriété privée, chacun selon ses besoins et chacun selon ses capacités. On oublie à chaque fois la phrase. Mais en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Le monde des bisounours, ça n'existe pas, c'est pas comme ça. Une fois qu'ils ont le pouvoir, ils veulent le garder. D'ailleurs, tu le vois même à Cuba, par exemple, avec Che Guevara ou Fidel Castro. Tu vois bien que, soi-disant, ils venaient faire tomber Bautista contre la dictature, etc. En fait, ils ont voulu enlever un dictateur pour en foutre un nouveau. Bien sûr. Et en fait, moi j'aime bien, il y a une phrase d'un mec qui m'avait dit sur Twitter, qui avait vraiment résumé le projet marxiste en une phrase. C'est en gros le projet d'un État fort, autoritaire et d'une banque centrale qu'on va fermer le mois d'après. C'est vraiment ça en fait. C'est on va faire plein de trucs. Puis en fait, le mois d'après, de toute façon, ça va être fermé parce que t'inquiète. Jamais de la vie, tu sais très bien que ça se passe comme ça. C'est vraiment. J'avais fait une interview là récemment avec Pierre Valentin qui vraiment s'est penché sur le cas du wokisme. T'as un problème avec ça. Sur toute la pensée de gauche. C'est peut-être un refoulé, wok refoulé. Et on parlait du coup de l'évolution de la pensée et de ce schéma féodalisme, capitalisme, socialisme, communisme. Et donc, si tu suis, parce que pour eux, c'est vraiment l'historicisme, leur science historique. Et donc, si tu regardes bien, en fait, chaque étape est dépendante de la précédente.
Et est-ce que tu peux vraiment critiquer le capitalisme si c'est ce qui te permet d'arriver à ton utopie? Parce qu'ils ne concilient pas un monde dans lequel tu ne passes pas un moment par le capitalisme. Bien sûr. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de produire des richesses. Donc il fallait d'abord qu'il y ait les capitalistes qui mettent en place la structure du capital, qui est les usines, qui est tout ça. Et après, on va tout stopper, on va arrêter net. Chacun va rester à l'endroit qu'il a réussi à trouver grâce au marché libre. Et nous, on va diriger tout ça. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai que le communisme, c'est encore un truc. J'arrive pas à comprendre comment ça se matérialise, mais on va réussir. Et pour ça, il y a un bouquin, à chaque fois on en parle aussi, c'est Capitalisme, Socialisme et Démocratie de Schumpeter, qui a une thèse intéressante et qui se valide aujourd'hui, je trouve, par l'exemple. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en gros, le capitalisme marche tellement bien, on produit tellement de richesses et de prospérité, que si tu le combines à la démocratie moisie qu'on a, enfin la démocratie d'ailleurs tout court, en fait, tu vas finir par élire des gens qui vont promettre de la redistribution, de combler les inégalités, les petits endroits où tu as l'air... Ça, au début, c'est des petits trucs, puis ça grossit, et en fait, tu finis par tomber dans le socialisme. Donc en fait, tu vas passer, 50 ans à créer de la richesse, puis il y a le socialisme qui va passer 100 ans à les consommer, et en fait, c'est un espèce de cycle infini comme ça, où en fait, le capitalisme finit par s'auto-détruire quand tu le combines à la démocratie. Et c'est pour ça qu'on pose et qu'on questionne la démocratie. Non pas qu'on est, par exemple, il y en a qui vont dire « Ah, ils vont être pour la monarchie », j'anticipe les questions. Oui, ils préfèrent la monarchie, ils veulent le retour d'un roi, machin. Moi, à choisir, je préfère la monarchie à la démocratie, parce qu'au moins, le seul truc qui les différencie, c'est la vision de long terme. Un monarque, il a tout intérêt à ce que le pays soit bien dans 20 ans. Un président, selon la durée des mandats, c'est 4-5 ans, en sachant que les 2 dernières années, il veut juste se faire réélire. Donc en fait, il fait rien pendant 2 ans. Et en fait, surtout, il dépense et il fait plaisir à tout le monde. Il dépense, donc c'est une dictature de fonctionnaires. À la limite, je préfère une dictature d'un monarque qui, disons qu'une monarchie avec une vraie propriété privée, ce serait déjà un peu mieux. Mais voilà, sinon le modèle de la République constitutionnelle est mieux. Mais c'est pour ça que démocratie plus capitalisme, socialisme, généralement. Oui, bien sûr. Et ça se valide. Aujourd'hui, la France, on a commencé à bien consommer tout le capital et toute la richesse qu'on avait accumulée sous le capitalisme. Quand on arrivera à la fin, on recommencera. C'est un peu ce qui va se passer. Le seul truc, c'est comment ça va se passer, est-ce qu'on va... Enfin, dans quel modèle on va tomber. Ça... Bien malin, celui qui saura... nous le dira. Ouais, je pense que moi, j'aimerais bien qu'il y ait un Milei-like, un truc qui s'y apparente. Mais en France, j'ai beaucoup de doutes que ça puisse arriver. Moi, je pense que ce qui peut se passer, parce qu'en Argentine, ils avaient beaucoup de doutes aussi, jusqu'à récemment, je pense qu'une fois qu'ils auront bien foutu la merde dans le pays, et d'ailleurs, alors, peut-être qu'on est en train de vivre les prémices d'une certaine manière, avec notamment le fait que récemment, la France empruntait à des taux plus élevés que la Grèce ou que l'Espagne. Donc ça veut dire Grèce-Espagne, qui faisait partie de ce qu'on appelait les pigs, les cochons européens, qui ont été en quasi-faillite, voire même en faillite en 2010-2011 lors de la crise de l'euro. Tu dis, à peu près une décennie plus tard, on se retrouve à nous être en position on paye plus cher pour s'endetter que eux-mêmes. Donc c'est quand même où tu dis, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être qu'il faut que le pays soit tellement dans la merde pour que les gens se rendent compte que le système est éclaté, mais vraiment au sol comme jamais, et qu'ils disent, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Alors on va dire, Milei c'est un dictateur, et que ça... Bon, a priori il a été élu, il n'a pas pris le pouvoir par la force, et puis aujourd'hui il fait baisser les taux de pauvreté, et il est en train de redresser le pays. Et Dieu sait qui démarre vraiment de bas, quoi. Il est en excédent, etc., etc. Et ce qui fait peur, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même plus l'exception, ça. Souvent, ça se termine plus en guerre. C'est qu'il faut toujours trouver quelqu'un, une cible, on dit souvent il faut des jeux et du pain pour divertir la population, mais ça c'est quand on va dire t'es prospère, et puis après il y a l'étape où là ça commence à être la crise, et là il faut trouver un agresseur, un bouc émissaire, ça doit être soit l'étranger, soit le pays d'à côté qui t'a volé tes travails, ça va être la Suisse peut-être demain, on va dire oh, ces salauds ils ont pris tout notre argent, donc on va aller leur faire la guerre. Et... Quand tu regardes les programmes de manière générale, que ce soit LFI, le RN ou qui tu veux, il y en a un pour qui les gros méchants c'est les étrangers, et pour l'autre les gros méchants c'est les riches. Donc en fait, mais économiquement parlant, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est vrai que j'ai oublié, j'ai pas été honnête tout à l'heure quand j'ai dit que je ne votais plus, parce que j'ai peut-être prévu aux prochaines élections présidentielles de voter Mélenchon. Ok. Parce que j'ai quand même une théorie où je me dis plus vite on va tomber dans la catastrophe, mieux ce sera. Et je me dis, si on se met tous à faire ça, amis libertariens, si on se met à faire ça, peut-être qu'on se relèvera plus vite. Parce que moi j'ai envie de connaître
voilà, j'ai envie de connaître la France dans une phase montante. En gros, tombons vite, voilà. Et relevons-nous vite. C'est la thèse de l'accélérationnisme. C'est ça, et je vais reprendre cette phrase que Comme Charles les Gave... Américains, excusez-moi, je te coupe, qui disent en entrepreneuriat, échoue vite, et puis relève. C'est ça. Et Charles Gave cite souvent un proverbe allemand qui dit « il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin ». Ouais. Et je suis d'accord, en fait, moi j'ai pas envie de connaître toute ma vie la France qui décline comme ça, dans un climat morose, pourri qu'on connaît aujourd'hui. Je me dis, bah voilà, ça va tomber, je préfère que ça tombe fort, que ça fasse mal, qu'on souffre tous ensemble, mais qu'on connaisse la France qui remonte avec une vraie politique libérale, même avec un homme politique, hein, je sais qu'on va pas instaurer l'utopie libertarienne, mais quelque chose, voilà, un État le plus rétréci possible, où la liberté pourra reprendre, et ce serait quand même pas mal. Et je me dis, bah peut-être qu'en votant à Mélenchon, tu vois, on va accélérer le truc. Il y a un truc. Après, voilà, on adhère ou on n'adhère pas. Mais écoute... Votez Mélenchon. Voilà, votez Mélenchon. J'aurais jamais cru dire ça dans la vidéo. Belle fin de vidéo sur le libéralisme. Mais voilà, si vous êtes libéral-libertarien, votez Mélenchon. En tout cas, les t-shirts, moi, il va falloir que je m'en prenne un aussi. On va essayer de faire une série moins limitée et plus mainstream pour tout le monde. Et on va même changer un peu le design. Ouais, peut-être le Léviathan ou quelque chose comme ça. On va bosser là-dessus. Une petite touche de Bitcoin peut-être. Aussi. Pour cette édition spéciale. Parfait. Bon, en tout cas, merci. Merci à toi. Et puis à très vite. Merci. Ciao.